c'est la crise. Mais quelle crise? Crise de la dette? Crise de l'euro? Quel impact sur les banques françaises et de quoi parle-t-on au juste? Reprenons. Depuis le milieu des années 70, les États développés ont pris l'habitude de vivre au-dessus de leurs moyens, creusant année après année des déficits budgétaires importants, très importants. Pour financer ces déficits, les États empruntent de l'argent auprès des marchés financiers et leurs dettes, ici, là, ou encore ici et là, s'alourdissent. À ceux qui s'inquiètent, on répond qu'un État ne peut pas faire faillite. Et jusqu'en 2010, c'est vrai. Les emprunts émis par les pays développés pour financer leurs économies sont encore considérés comme les plus sûrs au monde. Alors les États continuent de s'endetter pour financer leurs déficits, sans se soucier du lendemain. Jusque-là, il n'y a pas de problème, ou presque. Parce que ça, justement, c'est un vrai problème. Grec. Nous sommes fin 2009. Un nouveau gouvernement arrive au pouvoir. Il révèle que l'État grec a présenté des comptes publics falsifiés et que la dette du pays représente en réalité 113% de son produit intérieur brut. C'est une mécanique infernale qui s'enclenche alors. Les agences de notation abaissent la note de la Grèce. Du coup, les taux d'intérêt exigés par les créanciers augmentent. Conséquence, le poids de la dette s'alourdit encore. Tout le monde se pose alors la même question. Et si la Grèce se révélait incapable de rembourser sa dette? En clair, si l'État grec faisait faillite. Pire, et si la Grèce fait défaut aujourd'hui, pourquoi pas le Portugal, l'Espagne ou l'Italie? Pourquoi ces pays? Parce qu'ils ont accumulé une dette massive et que la croissance y est faible. Et pourquoi la zone euro et pas l'Angleterre ou les États-Unis qui sont également très endettés? Parce qu'en Europe, il existe une monnaie unique, certes, mais pas de coordination de la politique budgétaire, économique et fiscale, et que la Banque centrale européenne n'a pas le droit de financer directement les États en difficulté. C'est à chaque État qu'il revient d'emprunter pour couvrir son déficit et qu'il appartient de réduire ses dépenses pour contenir sa dette. Dans cette économie mondialisée dans laquelle nous vivons désormais, la crise aiguise la concurrence entre les pays. Chacun essaie de s'en sortir au détriment des autres. Dans ce contexte, les faiblesses structurelles de l'Europe la mettent dans la situation du maillon faible. Les doutes sur la solidité et la pérennité de l'euro alimentent la spéculation et les pays les plus fragiles sont visés. Un temps limité aux États, la crise de la dette impacte alors le secteur bancaire. À l'été 2011, un plan de sauvetage mis au point par les États européens oblige les banques à renoncer à une partie de leurs créances auprès de la Grèce. Cette décision ouvre une nouvelle crise de confiance. Le placement de pères de famille, qui était la dette des États, devient un placement à risque. Or, les banques et les compagnies d'assurance détiennent une part importante de cette dette. Dans le même temps, et pour se protéger elles-mêmes, les institutions financières américaines cessent de prêter des dollars aux banques européennes pour financer leurs activités de crédit à l'international. Celles-ci connaissent toute une chute très forte de la valeur de leurs actions. Pire, des contraintes réglementaires très strictes, auxquelles les banques américaines ne se soumettent pas, obligent les banques européennes à renforcer très vite leurs fonds propres. Pour les banques françaises, la contrainte est double. Elles sont prises en tenaille entre la difficulté à se financer et le renforcement des contraintes réglementaires. Fin 2011, les banques françaises prennent donc des mesures pour réduire leurs activités fortement consommatrices en capital et améliorer leur ratio de fonds propres. Bonne nouvelle, elles parviennent malgré une croissance ralentie à respecter ces objectifs. 2012. Nous y voilà. Les agences de notation dégradent les notes des principaux pays européens qui sont dès lors au pied du mur. Malgré leur impact sur la croissance, des plans de rigueur sont mis en œuvre pour rétablir l'équilibre des finances publiques. Après 40 ans de vie à crédit, la route sera longue. Mais les exemples du Canada, de la Suède ou de l'Italie montrent que c'est possible. Il faut pour cela suivre deux voies complémentaires. D'abord, augmenter les impôts, mais pas trop, et réduire progressivement les dépenses du secteur public en le modernisant pour le rendre plus efficace. Et surtout, soutenir les entreprises qui innovent, prennent des risques, exportent et embauchent, parce que c'est là que se joueront demain la croissance et l'emploi.